Économie le max sur i24 News, soyez les bienvenus. Au programme aujourd'hui, les grands argentiers de la planète au chevet de l'économie mondiale. Le G20 avait rendez-vous durant le week-end en Turquie. Un constat, la croissance mondiale n'est pas à la hauteur des attentes. Alors que faire? Ralentissement chinois et probable hausse des taux aux États-Unis ne vont sans doute rien arranger. Franck Cadifa sera avec nous. Et puis toujours plus nombreux, les migrants poursuivent leur longue marche vers l'Europe. Ils ont aussi animé les débats du G20. Qui sont-ils? Pourquoi l'Allemagne comme choix numéro 1? Et deviendront-ils vraiment cet atout pour Berlin en manque de main-d'œuvre? Coup de projecteur en seconde partie d'édition. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. Avant tout cela, un coup d'œil sur ce qui fait aussi l'actu éco ce lundi. Et d'abord, la conférence de presse semestrielle de François Hollande. Parmi les annonces du président français, côté fiscalité, on retiendra la baisse de l'impôt sur le revenu qui se poursuivra l'an prochain pour quelques 8 millions de foyers. 2 milliards d'euros au total pour cette promesse qui sera financée par des économies budgétaires. Le chef de l'Élysée entend respecter son engagement de réduction des déficits. 3,8% du PIB cette année, 3,3% l'an prochain. La politique de baisse des impôts, qui a été initiée en 2014, amplifiée cette année, sera poursuivie en 2016. Plus de 2 milliards d'euros y seront consacrés et 8 millions de foyers seront concernés. Voilà, François Hollande qui ne s'attend pas par ailleurs à une baisse du chômage cette année. Les images aussi de ces milliers d'agriculteurs européens en colère qui sont arrivés ce matin à Bruxelles pour manifester contre les graves difficultés que traverse leur filière et notamment celle du lait et du porc avec l'effondrement des cours. Une réunion exceptionnelle des ministres européens de l'agriculture était prévue dans la journée. Le quartier européen avait d'ailleurs été bloqué auparavant par des cordons de police et des barbelés. On poursuit avec les félicitations du FMI à l'Ukraine. L'Ukraine qui a surpris le monde d'après Christine Lagarde, qui s'est dite extrêmement encouragée par les récents progrès du pays en matière de réforme, malgré toujours la corruption. Kiev a arraché la semaine dernière un accord historique avec ses créanciers, permettant d'écarter la menace d'un défaut de paiement pour une économie dévastée, on le sait, par 1 an et demi de guerre. 20% de la dette est effacée, soit 3,5 milliards de dollars. La patronne du FMI exhorte désormais tous les créanciers, dont la Russie, à accepter un programme de restructuration de la dette. Il appartient à tous les créanciers de profiter de la restructuration de la dette ukrainienne, qui a été décrite par certains comme bien équilibrée, et vraiment dans l'intérêt de l'Ukraine, mais aussi des créanciers. Et puis en Asie, on signalera que la bourse de Shanghai a encore cédé beaucoup de terrain ce lundi, moins 3,4% à la clôture pour l'indice de référence CSI 300. Mauvaise reprise donc après 2 jours fériés et le week-end. Malgré tout, pour certains analystes, eh bien, le plus dur est passé pour Shanghai. Le pire semble passer pour la bourse chinoise. Les investisseurs autorisés à vendre l'ont fait. Les investisseurs domestiques ne sont pas autorisés à vendre et le niveau de l'indice de Shanghai semble avoir atteint sa limite inférieure. Il semble qu'il n'y ait pas de mauvaises nouvelles de Chine, aussi parce que la monnaie s'est de nouveau appréciée. Je ne pense pas que quiconque craigne encore une lourde dépréciation. Et retour donc sur la grande réunion à Ankara ce week-end des ministres des Finances et des banquiers centraux du G20, groupe de pays qui représente 85% du PIB mondial, avec comme nouveau défi le coup de frein à la croissance chinoise qui pourrait dans la foulée être suivi d'un relèvement des taux par la Fed aux États-Unis. C'est justement ce que souhaite éviter entre autres le FMI, car la reprise mondiale se fait toujours attendre. Résumé avec Johanna Citruc. Voici les ministres des Finances et les banquiers centraux des 20 économies les plus puissantes de la planète. Ils se sont réunis les 4 et 5 septembre dernier à Ankara, en Turquie. Et le sujet qui a largement dominé leur discussion, c'est la croissance mondiale. Les perspectives sont moroses. La croissance reste l'un de nos grands défis. Elle est toujours modérée et inégale et la plupart des indicateurs sont beaucoup trop bas, à une exception près. La croissance est trop faible, la productivité est trop faible, les chiffres du commerce sont trop bas, l'investissement est trop faible, les projets d'infrastructure sont trop peu nombreux et la seule chose qui est trop élevée, c'est le chômage. Le FMI tablait sur une croissance mondiale de 3,3% pour 2015. Mais début septembre, Christine Lagarde a confié que ce chiffre pourrait être plus faible que prévu. Une des principales causes, l'essoufflement de la Chine et la panique que Pékin a provoquée sur les marchés après une dévaluation brutale du yuan en août dernier. Les marchés financiers mondiaux sont très volatiles et de nouveaux risques font surface. Cette instabilité crée certains problèmes pour planifier le futur.
et notamment les investissements et les projets d'infrastructure. Pour éviter une véritable guerre des monnaies, les pays du G20 ont promis de renoncer à toute dévaluation compétitive. Ils se sont également engagés à calibrer leurs actions afin qu'une politique monétaire ne pénalise pas d'autres pays. Un message clairement adressé à la Réserve fédérale américaine. J'ai communiqué l'importance de regarder attentivement l'impact de la politique américaine de normalisation des taux d'intérêt. Certains analystes misent sur une remontée des taux d'intérêt américains mi-septembre. Pour d'autres, la Fed n'agira pas avant décembre. Une décision particulièrement redoutée par les pays émergents qui pourraient alors être victimes d'une fuite des capitaux face à des rendements plus élevés aux États-Unis. Voilà, en tout cas, on l'aura compris, la Fed et la délégation chinoise qui était très attendue en Turquie. On interroge le docteur Franck Khalifa. Bonjour. Bonjour David. Depuis Toulouse, professeur certifié hors classe d'économie. Alors ce G20 Finance d'Ankara était la première rencontre du groupe depuis la crise chinoise. Un G20 vigilant mais pas inquiet, a dit Pierre Moscovici entre autres. Pas d'onde de choc dramatique encore selon vous pour l'économie mondiale? Écoutez, si c'est pas encore dramatique, il faut quand même s'inquiéter de voir comment il y a non pas véritablement une guerre des monnaies comme on a pu le dire, mais en tout cas une guerre des taux d'intérêt et des taux de change. Donc c'est plus complexe que cela. Ouais, donc pour vous, les inquiétudes sur une possible nouvelle guerre d'échange, il ne faut pas trop les prendre au sérieux, il n'y a pas trop de risques encore? Pour l'instant, il faut savoir que la Fed avait annoncé une remontée de ses taux et que ces taux remontant, évidemment, cela provoquera depuis les zones qui ont besoin le plus de capitaux, c'est-à-dire les pays en développement ou les nouveaux pays industrialisés, cela provoquera une fuite vers les États-Unis qui veulent effectivement s'accaparer comme à son habitude toutes les parts mondiales. Ouais, donc vous en parlez, outre la Chine, la Fed aussi est sous surveillance, on peut dire, du G20. Tout le monde a peur d'un relèvement des taux qui nuirait, soi-disant, à la croissance mondiale, sans doute d'ailleurs. Mais quand même 7 ans maintenant qu'on est quasiment à zéro. Est-ce que ça peut encore durer, ces taux bas aux États-Unis? Non, ces taux ne peuvent pas durer puisque de toute façon c'est une logique, on rentre dans une logique économique du modèle américain qui s'est évidemment rebâti, qui s'est repensé et qui après avoir bâti son modèle économique, eh bien aujourd'hui va rebâtir son modèle financier. Voilà pourquoi il faut s'inquiéter. Ouais, donc un durcissement monétaire qui a beaucoup tardé et aujourd'hui c'est plus difficile. Merci docteur Franck Khalifa. Vous restez avec nous puisqu'on passe à un autre dossier justement aussi sur la table des ministres du G20. On va parler de la crise des migrants. Avant de se pencher sur le cas de l'Allemagne, Emmanuel Macron, ministre français de l'économie en visite cette semaine en Israël, était hier soir l'invité du Grand Direct sur Act24 News. Il a évoqué cette problématique. On l'écoute. Je crois que c'est la dignité de l'ensemble de nos pays, en particulier de la France, d'être là aussi à la hauteur des événements. Ensuite, aujourd'hui, la France n'a pas la même pression migratoire. Je veux ici faire une distinction, il s'agit principalement de réfugiés, c'est-à-dire de femmes et d'hommes qui, pour des raisons politiques, fuient leur pays, et pas de migrants économiques. Et donc la France, aujourd'hui, a une pression qui n'est pas celle, en effet, qu'on peut retrouver, par exemple, en Allemagne, mais elle fera face à celle-ci. Je crois que le président s'exprimera demain, il parlera longuement de ce sujet. Mon collègue Bernard Cazeneuve a aujourd'hui annoncé la mise en œuvre d'une organisation pour justement répondre à ces besoins pour les réfugiés, en particulier en organisant les appels à bonne volonté qui ont été faits et les manifestations d'intérêt de plusieurs collectivités locales. Je crois qu'enfin, en effet, si cela est fait dans le bon ordre, de manière intelligente, c'est une opportunité pour nous tous. C'est d'abord notre dignité et c'est aussi une opportunité économique parce qu'il s'agit de femmes et d'hommes qui ont aussi des qualifications remarquables et qui fuient leur pays pour des raisons politiques. Voilà, Emmanuel Macron, ministre français de l'économie, qui répondait donc à Jean-Charles Banoun hier soir dans le Grand Direct. Notez aussi que François Hollande, qui s'exprimait, vous l'aurez compris, aujourd'hui, a annoncé l'accueil dans l'Hexagone de 24 000 migrants sur 2 ans. Allez, gros plan donc sur ce pays d'Europe qui semble le plus ouvert non seulement aux réfugiés, mais aux migrants en général. L'Allemagne a recensé 14 000 arrivées sur le week-end dernier, 10 000 attendus aujourd'hui, 800 000 peut-être sur l'ensemble de l'année, et déjà 6 milliards d'euros débloqués par l'État. Berlin veut transformer ce casse-tête migratoire en coup de pouce à son économie. Laura Duhamel.
C'est sous les vivas et les chants qu'ils sont accueillis. Ces migrants, majoritairement des Syriens, viennent d'arriver en Allemagne. La police en a recensé plus de 14 000 ce week-end, un afflux record. Mais pour tous, le périple a été semé d'embûches. Ils ont dû traverser la Méditerranée, puis les Balkans, avant d'être bloqués en Hongrie dans des conditions chaotiques. La Hongrie a été épouvantable. Vous savez, la police se comporte très mal, comme la police syrienne. Alors que l'Europe se divise sur l'une de ses pires crises migratoires depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est devenue une terre de refuge. 800 000 migrants sont attendus cette année. Le pays a refusé de renvoyer les ressortissants syriens, mais a prévenu que la situation de ce week-end devait rester exceptionnelle. La chancelière Angela Merkel plaide pour un plan élargi et partagé à l'échelle européenne. Il y a un devoir de protéger les personnes qui en ont besoin. Et la Convention de Genève ne s'applique pas seulement à l'Allemagne, mais à tous les membres de l'Union européenne. L'Allemagne, première économie d'Europe, devrait pouvoir résister à cet afflux de migrants. L'État fédéral va accroître le budget consacré à leur prise en charge de 3 milliards d'euros pour 2016 et mettre à la disposition des États régionaux et des communes quelques 3 milliards d'euros supplémentaires. Le pays a été le plus rapide de la zone euro à se remettre de la récession de 2008 et sa croissance a atteint 1,5% l'an dernier. L'objectif est de maintenir un budget équilibré sans augmenter les impôts. Mais avec 460 000 nouveaux demandeurs d'asile et répondant aux critères des aides sociales, cela pourrait ne pas durer. Nous avons un gros problème en Allemagne. Je n'ai pas besoin de le développer ici, tout le monde le connaît. Le problème a été soulevé durant le week-end, lors des rencontres du G20. L'Allemagne ne veut plus assumer seule le poids de cette crise migratoire. Mais le reste de l'Europe, ébranlé par la crise financière et l'instabilité boursière, refuse de fournir le même effort. Charité envers les migrants et solidarité entre les États, autant de valeurs mises à l'épreuve. Franck Khalifa, on revient vers vous en quelques mots. Les migrants comme opportunité pour l'économie allemande, est-ce que c'est vrai? Non, je ne le crois pas malheureusement. Je suis malheureusement avec tout le respect que l'on doit pour ces migrants, d'ailleurs que l'on appelle réfugiés. Vous voyez toute l'ambiguïté qu'il y a entre réfugiés et migrants. À mon avis, cette vague migratoire va venir se surajouter à des problèmes déjà assez graves qui frappent l'Europe, comme le chômage, etc. On ne peut pas traiter une population de façon mathématique, comme si, alors même s'il y a des modèles économiques dont la population est une variable, comme des modèles de Solow, etc., je ne crois pas. Nous allons avoir affaire encore à d'autres chocs économiques et culturels. En tout cas, l'Allemagne semble sûre d'elle. Pour le reste de l'Europe, vous lisiez un peu cet immense flux migratoire qui survient dans un contexte de croissance très faible. Comment vous l'interprétez et à quelles conséquences, finalement, faut-il s'attendre, d'après vous? D'abord, je voudrais vous dire simplement qu'il y a quand même, il faut souligner le fait qu'il y a véritablement un retour de boomerang, comme on peut dire, puisque à l'époque de la Grèce, on avait demandé la solidarité de l'Allemagne, et aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui demande cette solidarité. Donc, il fallait quand même le souligner. Vous voyez que tous les pays sont interdépendants sur le point de vue économique. Alors, les effets vont être évidemment des effets liés à la capacité pour le pays accueillant à effectivement intégrer ces nombreux migrants qui pénètrent dans ces pays européens. Et l'idée d'imposer des quotas à chaque pays de l'Union, est-ce que ça vous paraît réaliste? Est-ce que c'est la solution, comme le disent certains dirigeants? Non, je ne crois pas que ce soit la solution, parce que ces migrants ont un choix déjà bien défini dans leur tête. Ils savent dans quel pays ils vont aller. Ils savent que certains pays sont plus prospères que d'autres. Et donc, il y a aussi un calcul, j'allais dire, microéconomique dont il faut tenir compte. Merci beaucoup, Dr Franck Khalifa, d'avoir été avec nous. On passe tout de suite au Media Watch. Et à la une de la revue de presse aussi, les migrants, ce ne sont pas tous qui pourront rester en Europe. Beaucoup sont renvoyés dans leur pays. Bonjour Joanna Citruc. Bonjour David. Et parfois, ça rapporte gros à certaines compagnies aériennes. Oui, lorsque des migrants, des réfugiés sont renvoyés dans leur pays, c'est Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières, qui finance ce retour. L'année dernière, les autorités allemandes ont expulsé près de 11 000 personnes, dont plus de 8 500 par avion, ce qui représente une manne financière très importante pour les compagnies aériennes. Par exemple, le 4 février 2014,
2014, 43 personnes accompagnées de 35 fonctionnaires fédéraux ont été renvoyées en Serbie. Coût de l'opération, 45 000 €. Sachant que des vols groupés comme celui-ci, eh bien, il y en a en moyenne un par mois. Je vous laisse imaginer ce que ça représente sur une année. Entre 2011 et 2013, par exemple, Air Berlin aurait remporté, grâce, entre guillemets, à ces expulsions, près d'1,5 million d'euros. Voilà, le malheur des uns, et on connaît la suite. Et puis un mot, Johanna, sur Amazon, le géant américain du e-commerce qui pourrait se mettre à la livraison de repas. Oui, certains médias ont repéré des offres d'emploi pour une nouvelle division du géant américain appelée Amazon Restaurants. D'ailleurs, plusieurs personnes ont déjà été embauchées et ont déjà modifié leur CV sur le célèbre réseau social professionnel LinkedIn. Il s'agit d'un nouveau service de livraison de repas. Par exemple, si vous recevez plusieurs personnes pour dîner et que vous n'avez pas le temps ou pas forcément le courage pour certains de cuisiner, vous pourrez vous faire livrer des petits plats de votre restaurant préféré. L'idée est plutôt bonne, mais Amazon n'est évidemment pas la première compagnie à y penser. Il y a notamment Grubhub qui existe depuis 2004 et aujourd'hui qui travaille avec 30 000 restaurants environ dans plus de 800 villes américaines. Un gros marché qui s'ouvre peut-être. Merci Johanna et à demain. À demain. Voilà la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie de Mag revient demain sur i24 News avec le salon DLD à Tel Aviv. Et l'info continue. Restez avec nous.